L'automne de 1847 s'abattit sur le presbytère de Sainte-Catherine, tel un linceul, tout en feuilles cuivrées et en lumière mourante, le genre de saison qui fait pleurer les poètes et pousse les hommes sensés à se rapprocher de leur âtre. Eleanor Ashford se mouvait dans ce paysage de déclin comme si elle en faisait partie, une autre chose se flétrissant dans l'attente de la miséricorde finale de l'hiver. Le tissu de sa robe de deuil chuchotait contre les dalles de pierre du presbytère à chacun de ses pas, un crêpe noir depuis longtemps délavé en un fusain poussiéreux, l'ourlet effiloché par des années à traîner dans les cimetières et sur les sols des chapelles usées par des siècles de genoux pénitents. Elle avait 28 ans, bien que le village parlât d'elle comme si elle était ancienne, une relique de dévotion. La veuve perpétuelle qui ne le fut jamais, qui avait donné une décennie à la mémoire de Thomas Hartley, son fiancé mort 3 semaines avant leur mariage. 3 semaines. On avait ajusté sa robe de mariée, la soie ivoire attendant dans sa garde-robe, lorsque la nouvelle arriva que Thomas avait été projeté de son cheval sur la route de Londres. Elle ne porta jamais cette robe. Au lieu de cela, elle revêtit le noir et ne l'avait pas quitté depuis. Le village d'Ashbourne avait depuis longtemps cessé de s'attendre à ce qu'elle le fasse. On parlait d'elle à voix basse, avec révérence, la montrant aux visiteurs comme une preuve de véritable dévotion, d'un amour qui transcendait la mort elle-même, bien qu'Éléanor sût que la vérité était bien moins noble. Elle portait le noir parce qu'elle avait oublié comment porter autre chose, parce que le poids du tissu lui était devenu familier, parce que sortir du deuil exigerait un courage qu'elle avait depuis longtemps enterré aux côtés de Thomas dans le cimetière. Ses journées suivaient un schéma immuable, les prières du matin avec son père, le vicaire, sa voix résonnant dans l'église vide tandis qu'elle était agenouillée au premier rang, les mains jointes sur le livre de prière que Thomas lui avait offert, puis au cimetière pour entretenir les fleurs sur sa pierre tombale, arrachant les mauvaises herbes autour du marbre qui disait « Thomas Hartley, fils bien-aimé et fiancé dévoué, 1817-1837 ». Les après-midi à enseigner l'alphabet aux enfants du village dans la salle de l'école du dimanche, sa voix douce et patiente guidant de petites mains sur des ardoises. Les soirées à lire les Écritures aux personnes âgées et aux infirmes, leur apportant un thé léger et un réconfort encore plus faible. Elle se déplaçait à travers ces rituels comme un fantôme hantant sa propre vie, et si quelqu'un lui avait demandé quand elle s'était sentie vraiment vivante pour la dernière fois, elle n'aurait pas pu répondre. Derrière les fenêtres du presbytère, le monde flamboyait du dernier défi de l'automne, les chênes virant à l'or et au cramoisi, les haies lourdes de mûres, le ciel de cette nuance particulière de bleu qui n'apparaît que lorsque l'été a cédé à l'inévitable. Mais Éléanor ne voyait rien de tout cela. Elle existait dans l'ombre, dans le crépuscule perpétuel du chagrin qui était devenu plus un foyer qu'une prison, plus une identité qu'un fardeau. Elle était la fille du vicaire qui aimait si véritablement qu'elle ne pouvait cesser son deuil. C'était ce qu'elle était, c'était tout ce qu'elle était, et elle avait accepté depuis longtemps que rien ne changerait jamais. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le duc de Ravenmoor arriva un mardi, bien qu'Eleanor ne l'apprit que le dimanche suivant, lorsque le village ne put parler d'autre chose pendant l'heure sociale après l'office, leur voix basse de scandale et de fascination, cette sorte d'horreur délicieuse qui naît de la proximité du vice, sans risque personnel. Sebastian Blackwood avait hérité du domaine de Ravenmoor d'un lointain cousin 2 ans auparavant, mais n'avait jamais daigné s'y rendre jusqu'à présent, préférant rester à Londres où sa réputation s'était épanouie comme la moisissure dans l'obscurité, des histoires de tripots, de chanteuses d'opéra et de duels pour des questions d'honneur si douteuses
qu'elle méritait à peine ce nom. Madame Pemberton, la femme du boucher, agrippa le bras d'Éléanore avec des doigts poudrés de farine et murmura que le duc n'avait amené aucun domestique de Londres, qu'il errait dans cette grande demeure avec pour seule compagnie le vieux Henderson, le gardien du domaine, qu'on l'avait vu marcher sur le domaine la nuit tel un spectre gothique, et n'était-ce pas terriblement romantique et terriblement inconvenant? Éléanore avait marmonné quelque chose de non engageant et s'était extraite de la conversation, ne pensant plus à la noblesse et à ses excentricités jusqu'à ce que son père la convoque dans son bureau ce soir-là avec une expression qui suggérait que le devoir était sur le point de s'imposer à son existence soigneusement ordonnée. Le domaine de Ravenmoor possédait une chapelle, expliqua son père, construite au XVe siècle et remplie de textes ecclésiastiques négligés depuis des générations, et le duc avait demandé une personne compétente pour les cataloguer et les préserver. Et naturellement, le vicaire avait pensé à sa fille érudite, qui lisait le latin et le grec, et n'avait que du temps à revendre. Le refus immédiat d'Éléanore mourut sur ses lèvres quand elle vit la mâchoire crispée de son père, la façon dont ses doigts trituraient le bord de sa Bible, et elle comprit sans mots que ce n'était pas vraiment une demande, mais une obligation enveloppée de courtoisie, que le mécénat du duc importait à l'Église, que son père avait besoin que cette faveur soit accordée. Elle voulut crier qu'elle ne pouvait pas, que la pensée de quitter ses routines la remplissait d'une panique au goût de cuivre, qu'elle n'avait pas mis les pieds dans un endroit inconnu depuis des années, mais au lieu de cela, elle s'entendit accepter d'une voix qui ne ressemblait en rien à la sienne, vit le soulagement de son père s'épanouir sur son visage buriné, et sentit la première fissure apparaître dans la prison soigneusement construite de ses jours. 2 matins plus tard, Éléanore parcourut le Mile jusqu'au domaine de Ravenmoor à travers un brouillard si épais qu'il transformait le monde en aquarelle, ses jupes noires lourdes d'humidité, son cœur battant à un rythme erratique contre ses côtes, alors que la grande demeure émergea de la brume, semblant avoir été invoquée plutôt que construite. Elle trouva la chapelle assez facilement, un petit bâtiment en pierre séparé de la maison principale, sa porte non verrouillée et accueillante, et elle examinait la première étagère de volumes en lambeaux depuis peut-être 20 minutes, lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, et se retourna pour trouver un homme qui l'observait depuis le seuil, avec des yeux si sombres qu'il semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Il était grand, élégant de cette manière négligente des hommes qui n'ont jamais eu à se soucier de leur apparence, ses vêtements chers mais froissés comme s'il avait dormi dedans, et il y avait quelque chose de troublant dans l'intensité de son regard qui passait de son visage à sa robe de deuil, puis revenait. « Qui pleurez-vous » demanda-t-il, sans préambule, sans présentation, sa voix rauque, comme par manque d'usage, et Éléanore se retrouva figée sous cet examen, sa langue épaisse et inutile dans sa bouche, incapable de former des mots, incapable de détourner le regard, incapable de faire autre chose que de rester là, pendant que Sébastian Blackwood, duc de Ravenmoor, attendait une réponse qu'elle ne pouvait donner. Éléanore retourna le lendemain matin parce que le devoir l'exigeait. Parce que le regard plein d'attente de son père au petit déjeuner ne laissait aucune place au refus, parce que l'alternative était d'expliquer pourquoi la question du duc avait ébranlé quelque chose de fondamental dans l'architecture de son chagrin, et elle n'avait pas de mots pour cette conversation. Elle arriva précisément à 9 heures, la colonne vertébrale rigide de détermination à ignorer toute provocation que le duc pourrait offrir, à se concentrer uniquement sur les manuscrits à cataloguer, à traiter cela comme l'exercice savant que cela devait être plutôt que comme l'intrusion que c'était devenu. Mais Sébastian Blackwood semblait posséder une étrange capacité à se matérialiser partout où elle travaillait, ses pas silencieux sur les dalles de pierre. Sa présence annoncée seulement par le changement dans l'air qui faisait se hérisser les poils de sa nuque en guise d'avertissement.
Il se tenait dans les embrasures de porte à l'observer, ou s'installait dans un fauteuil voisin, avec un livre qu'il ne semblait jamais lire, et après plusieurs jours de ce manège, le sang-froid soigneusement entretenu d'Éléanore commença à se fissurer sous le poids de son observation. « Vous portez votre deuil comme une armure, » remarqua-t-il le 4e jour, sa voix tranchant le silence de la chapelle avec la précision d'une lame. Une forteresse de tissu noir pour tenir le monde à distance. Les mains d'Éléanore s'immobilisèrent sur le psautier latin qu'elle examinait, sa mâchoire se crispant contre la réponse qui voulait s'échapper. « Vous ne savez rien de mon deuil, votre grâce. »« Je sais qu'il est devenu votre prison, » rétorqua-t-il, se levant de son fauteuil avec une grâce fluide qui semblait en contradiction avec sa réputation dissolue. « Je sais que vous vous cachez derrière lui plutôt que d'honorer quiconque avec lui. » La présomption, l'arrogance pure de cet homme qui ne savait rien de Thomas, rien de l'amour, rien du poids de la perte qui avait façonné la dernière décennie de son existence, envoya une fureur parcourir les veines d'Éléanore comme un poison. Elle se tourna pour lui faire face entièrement, son livre de prières pressé contre sa poitrine comme un bouclier. « Comment osez-vous présumer de comprendre ce que je ressens, ce que j'ai enduré? Vous, qui de la vie de tous avez passé vos années dans la débauche et l'excès, qui ne reconnaîtriez pas une dévotion sincère même si elle vous frappait en plein visage aristocratique. » Quelque chose vacilla dans ses yeux sombres, quelque chose qui aurait pu être de la douleur ou de la reconnaissance, mais sa voix resta stable, implacable. Dévotion à quoi? À qui? Cette performance de loyauté envers la mort, plutôt que l'amour de la vie, ne sert personne, et surtout pas l'homme que vous prétendez honorer. Les mots frappèrent Éléanore comme un coup physique, lui coupant le souffle, car quelque part, profondément sous les couches de rituel et de routine, elle savait qu'il avait raison, savait que ce qu'elle appelait dévotion s'était depuis longtemps aigri en autre chose, quelque chose qui ressemblait plus à de la lâcheté qu'à de l'amour. Mais connaître une vérité et l'accepter sont des choses très différentes. Et Éléanore se sentit se fragmenter sous le poids de cette reconnaissance non désirée, sentit les murs soigneusement construits qu'elle avait érigés menacés de s'effondrer. « Vous ne comprenez rien, » murmura-t-elle, la voix brisée, puis elle fuyait, ses jupes s'emmêlant dans ses jambes, alors qu'elle courait hors de la chapelle, hors du domaine, loin du duc dont les yeux voyaient trop de choses, qui disait des vérités qu'elle avait passé 10 ans à apprendre à ne pas entendre. Elle ne revint pas le jour suivant, ni celui d'après, restant plutôt au presbytère où tout était familier et où rien ne remettait en question l'engourdissement confortable de son chagrin. Mais son père la trouva le 3e matin, son expression aimable mais inflexible, et lui rappela qu'elle avait donné sa parole, que le travail n'était pas encore terminé, que parfois le devoir nous oblige à affronter ce qui nous met mal à l'aise. Alors Éléanore retourna à Ravenmoor, le cœur un point serré dans sa poitrine, retourna vers le duc qui l'observait de ses yeux perspicaces, revint parce qu'elle avait oublié comment faire autre chose que subir. Les semaines passèrent, marquées par la lente transformation de l'automne en la beauté squelettique du début de l'hiver, et Éléanore retourna au domaine de Ravenmoor chaque matin avec une formalité si froide qu'elle aurait pu geler l'air même entre eux, ses salutations au duc réduites à la plus stricte civilité exigée par son éducation, ses yeux fermement fixés sur les manuscrits devant elle, comme s'ils contenaient des secrets plus fascinants que l'homme qui l'observait de l'autre côté de la pièce. Mais Sébastian Blackwood, découvrit-elle, possédait une patience qu'elle n'avait pas anticipée chez un homme de sa réputation, et plutôt que de défier ses défenses renouvelées, il commença à laisser de petits gestes dans son sillage, comme des miettes de pain sur un sentier forestier, un fauteuil positionné près de la fenêtre
où la lumière du matin tombait le plus chaudement. Une théière préparée, et l'attendant à côté de son espace de travail habituel, bien qu'elle n'eût jamais mentionné sa préférence pour cela, un coussin placé sur le siège en bois dur, où elle passait ses heures penchée sur des textes anciens. Eleanor se disait qu'elle ne remarquait ces choses que parce qu'il serait impoli de ne pas les reconnaître, se disait que le discret « merci » qu'elle murmurait n'était que pure courtoisie. Mais quelque chose dans sa poitrine se desserrait légèrement chaque fois qu'elle découvrait ces bontés silencieuses, ces reconnaissances sans parole de sa présence et de son confort. C'est par un après-midi gris de fin octobre qu'elle le trouva dans la bibliothèque plutôt que dans la chapelle, assis dans un fauteuil en cuir, avec un volume de Wordsworth ouvert sur ses genoux, ses yeux sombres se déplaçant sur la page avec une absorption qui transformait son visage, passant de sa beauté sardonique habituelle à quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Et Éléanor s'était arrêtée sur le seuil, l'observant, voyant pour la première fois non pas le duc débauché des scandales et des ragots, mais simplement un homme lisant de la poésie dans la lumière déclinante. La pluie arriva soudainement, comme souvent en cette saison, des rideaux d'eau qui transformèrent le monde au-delà des fenêtres en argent liquide, et Éléanor se retrouva piégée au domaine sans possibilité de rentrer à pied avant la fin de l'orage, et Sébastien l'invita à s'asseoir près du feu dans la bibliothèque, une invitation qu'elle accepta car l'alternative était de rester debout maladroitement dans le froid de la chapelle. Ils s'assirent en silence au début, le crépitement des flammes et le tambourinement de la pluie étant les seuls sons entre eux, jusqu'à ce que le duc parle doucement de sa mère, qui avait aimé la poésie, qui était morte quand il avait 12 ans, qui avait laissé un vide dans sa vie que rien n'avait jamais tout à fait comblé. Et Éléanor écouta avec quelque chose qui bougeait dans sa poitrine, une sorte de reconnaissance que le chagrin portait de nombreux visages et se manifestait sous de nombreuses formes. « Depuis combien de temps Thomas est-il mort ?» demanda-t-il, sa voix dépouillée de son habituelle tonalité provocante. Et Éléanor se retrouva à répondre honnêtement pour la première fois. 10 ans. Les mots tombant dans l'espace éclairé par le feu entre eux comme des pierres dans une eau calme. Sébastien se tourna pour la regarder alors, son expression impénétrable, mais ses yeux contenant quelque chose qui aurait pu être de la tristesse ou de la compréhension. Et il dit simplement, doucement, sans jugement ni accusation, « 10 ans, c'est une vie entière à donner aux morts. » Et Éléanor sentit la première véritable fissure apparaître dans l'armure de son deuil, sentit quelque chose de longtemps gelé commencer, contre sa volonté et sa peur, à dégeler. Alors que le brouillard de novembre s'installait sur la campagne tel un linceul, transformant le paysage familier en quelque chose d'étrange et d'onirique, Éléanor se retrouva à arriver au domaine de Ravenmoor plus tôt chaque matin, ses pieds la portant le long du chemin désormais familier avant que son esprit ne puisse construire des raisons de retarder, et elle restait plus tard dans l'après-midi, bien après que le travail de catalogage n'exigeât sa présence, jusqu'à ce que l'obscurité de novembre arrive tôt et que son père ne s'inquiète si elle ne rentrait pas avant que les lampes ne soient allumées aux fenêtres du presbytère. Les conversations entre elle et le duc avaient changé, subtilement d'abord, puis avec une impulsion croissante, passant de leur antagonisme initial à quelque chose de plus profond, de plus philosophique, des discussions sur la nature du chagrin et du devoir, et sur ce que signifiait vraiment vivre plutôt que simplement exister. Et Éléanor découvrit que Sébastien possédait un esprit aussi vif que n'importe quel érudit, que sous sa réputation de débauché se cachait un homme qui avait beaucoup lu et réfléchi profondément à des questions que la plupart des favoris de la société ne prenaient jamais la peine de considérer. C'est au cours d'une de ces conversations, alors qu'ils étaient assis dans la bibliothèque, avec la faible lumière du soleil d'hiver filtrant à travers les fenêtres à meneaux, que Sébastien lui parla de son père, le duc précédent, un homme dont la cruauté était légendaire au sein de la famille,
même si le monde ne voyait que la dignité aristocratique, un homme qui avait battu son fils pour une faiblesse perçue et l'avait enfermé dans des caves pour une désobéissance imaginaire, qui avait conduit sa douce épouse à une mort précoce et avait ensuite blâmé son fils de ne pas avoir été assez fort pour la sauver. Éléanore écouta le cœur brisé pour le garçon que Sébastien avait été, comprenant soudain que sa réputation scandaleuse n'était pas seulement le résultat d'un excès aristocratique, mais un bouclier soigneusement construit, que la débauche et la dissolution étaient en partie méritées et en partie délibérées, une façon de s'assurer que personne ne regarde de trop près l'homme blessé sous le masque du libertin, que tout le monde voit exactement ce qu'il voulait qu'il voie, et rien de la vérité en dessous. « J'ai fui à Londres, » dit-il doucement, les yeux fixés sur le feu plutôt que sur son visage, parce que je ne pouvais supporter de rester dans des endroits qui me rappelaient lui, elle, tout ce que j'avais échoué à empêcher ou à protéger, et j'ai construit une vie de sensations et de scandales, parce que ressentir n'importe quoi, même la dégradation, était mieux que de ressentir le vide qui attendait dans les moments de calme. Éléonore sentit quelque chose changer dans sa poitrine, une reconnaissance qu'ils étaient tous deux prisonniers de leur passé, se cachant tous deux de vérités trop douloureuses à affronter directement, utilisant tous deux leur prison choisie, son deuil et sa dissolution, pour éviter le travail plus difficile de guérir réellement, de vivre réellement, de se permettre d'être assez vulnérable pour aimer à nouveau. Elle avait tendu la main vers un volume sur l'étagère au même moment que lui, leurs mains se rencontrant sur le dos en cuir, et aucun d'eux ne se retira, leurs doigts se touchant dans ce petit espace entre les livres, et Éléanore sentit son souffle se couper à la chaleur de sa peau contre la sienne, sentit quelque chose de longtemps dormant s'agiter au plus profond de son être, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, terriblement à du désir, incroyablement au début de l'amour. Mais avec cette agitation vint la culpabilité, rapide et aiguë comme une lame, car comment pouvait-elle se sentir vivante en présence de Sébastien, alors que Thomas gisait froid dans le cimetière? Comment pouvait-elle s'autoriser à anticiper ces rencontres quotidiennes, alors qu'elle avait juré d'honorer la mémoire de Thomas avec une fidélité éternelle? Comment pouvait-elle trahir les morts en osant vouloir quelque chose pour elle-même, vouloir l'avenir au lieu du passé, vouloir la chaleur d'une main vivante au lieu du froid réconfort de la mémoire? Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée, vit la lueur de blessure traverser le visage de Sébastien avant qu'il ne la masque avec son expression sardonique habituelle, et elle s'enfuit de la bibliothèque avec une excuse sur l'heure tardive. Mais cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit étroit au presbytère, son cœur traître se souvenant du contact de sa main, son âme en éveil murmurant que peut-être, juste peut-être, 10 ans d'obscurité suffisaient. Le matin de décembre arriva froid et cristallin, le givre peignant des motifs élaborés sur les fenêtres du presbytère, et Éléanore marcha jusqu'au domaine de Ravenmoor à son rythme mesuré habituel, son souffle formant des nuages dans l'air glacial, ses jupes noires chuchotant contre le sol gelé, entièrement impréparée à ce qui l'attendait dans les jardins derrière la grande maison. Elle vit d'abord la fumée, un panache sombre s'élevant contre le ciel d'hiver pâle, et ses pas s'accélérèrent avec l'inquiétude qu'un accident se soit peut-être produit, une tragédie nécessitant de l'aide, mais en contournant le coin du domaine, elle s'arrêta comme si elle avait heurté un mur invisible, son esprit luttant pour comprendre la scène devant elle. Sébastien se tenait à côté d'un feu de joie allumé au centre du jardin à la française, les flammes crépitant déjà et s'élevant vers le ciel du matin, et entassées à côté du feu, dans un tas de tissus noirs, se trouvaient ses robes de deuil. Chacune d'entre elles, les vêtements qu'elle avait mentionnés, entreposés dans les quartiers des domestiques inutilisés du domaine, pendant les travaux de rénovation que son père faisait faire au presbytère. Les robes qui représentaient 10 ans de sa vie, sa pénitence,
sa prison, sa protection contre un monde qui exigeait qu'elle ressente et vive et choisisse, alors qu'elle s'était crue incapable des trois. « Qu'avez-vous fait » Eleanor s'entendit dire, sa voix sortant étrange et distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, et Sébastien se tourna pour lui faire face avec une expression qui ne contenait aucune excuse, aucun regret. Seulement une détermination féroce qui fit se contracter quelque chose dans sa poitrine avec une fureur et une peur égales. « Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines, dit-il, la voix stable et certaine, ce que quelqu'un aurait dû faire il y a des années, ce que vous auriez fait pour vous-même si le chagrin ne vous avait pas convaincu que vous méritiez de vivre dans une ombre perpétuelle. » Le choc d'Éléanore se cristallisa en rage, blanche et purificatrice, et elle se dirigea vers le tas de robes, les mains tendues, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre les protéger, les sauver, préserver le poids familier de son deuil. « Vous n'en aviez pas le droit !» cria-t-elle, la voix se brisant sur les mots. Des larmes coulant déjà sur son visage, bien qu'elle n'aurait pu dire si c'était des larmes de colère ou d'angoisse ou quelque chose de plus compliqué pour lequel elle n'avait pas de nom. « Ce sont les miennes, mon choix, mon chagrin. Vous ne pouvez pas simplement les détruire, comme si elles ne signifiaient rien. » Sébastien se plaça entre elle et les robes, sa haute silhouette lui barrant le chemin, ses yeux sombres flamboyants d'une intensité qui égalait sa propre fureur. « J'en ai tout à fait le droit, » dit-il, la voix basse et passionnée. « J'ai tout à fait le droit de refuser de vous regarder vous enterrer vivante, de refuser de rester silencieux pendant que vous gaspillez le don précieux de vos années dans l'adoration de la mort, de refuser de prétendre que ce que vous faites est noble, alors que ce n'est rien de plus que de la lâcheté habillée des vêtements respectables du chagrin. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques, et Éléanore sentit quelque chose en elle se briser, sentit la structure soignée qu'elle avait construite autour de sa douleur commencer à s'effriter. Et avant qu'elle ne puisse s'arrêter, avant qu'elle ne puisse penser ou raisonner ou se retirer dans un engourdissement familier, Sébastien se pencha et souleva la première robe, une bombasine noire qu'elle avait portée à l'enterrement de Thomas et chaque jour depuis, et la jeta dans les flammes, où elle prit feu et brûla avec une clarté qui semblait illuminer chaque ombre dans laquelle elle s'était cachée au cours de la dernière décennie. Éléanore se jeta vers le feu avec un cri qui s'arracha de sa gorge comme quelque chose de sauvage et de blessé, ses mains tendues vers les robes restantes comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre les retirer de l'inévitable. Mais Sébastien la saisit par la taille et la retint, ses bras des bandes de fer contre lesquelles elle lutta avec une force née du désespoir et de la fureur, ses poings frappant sa poitrine alors qu'elle lui hurlait de la laisser partir, d'arrêter cette folie, de restaurer ce qu'il n'avait pas le droit de détruire. « Ce n'est que du tissu !» cria-t-il par-dessus ses cris, sa voix rauque d'émotion alors qu'il la tenait, se débattant. « Juste du tissu et du fil, Éléanore. Ce n'est pas Thomas, ce n'est pas votre amour, ce n'est pas votre loyauté. Ce n'est rien d'autre que les barreaux d'une cage que vous avez construite autour de vous. » Elle le combattit de toutes ses forces, donnant des coups de pied et griffant comme une créature sauvage, mais il était plus fort et il tint bon, et quand elle ne put se libérer, elle ne put qu'observer avec horreur, tandis qu'il tendait une main et jetait une autre robe dans les flammes, puis une autre, le tissu noir prenant feu, s'enroulant et se transformant en cendres, pendant qu'elle sanglotait et criait et avait l'impression que son âme même brûlait avec elle. « Je vous regarde vous consumer dans l'adoration d'un fantôme, » dit Sébastien, sa voix se brisant maintenant, son propre visage humide de larmes, bien qu'elle ne pût dire si c'était pour sa douleur ou sa propre angoisse. « Et je ne peux pas le supporter, Éléanore. Je ne peux pas rester là à regarder votre vie se sacrifier sur l'autel du passé, alors que vous avez tant à vivre, tant d'amour à donner, tant de beauté attendant d'éclore, si seulement
seulement vous vous laissiez vivre. Quelque chose à l'intérieur d'Elanor se brisa à ces mots, une dernière barrière qui avait retenu une décennie d'émotions refoulées, et les cris se transformèrent en pleurs, des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps, et ses jambes cédèrent sous elle, de sorte que si Sébastien ne l'avait pas tenue, elle serait tombée sur le sol gelé. Il s'affaissa avec elle, la tenant toujours serrée, et elle enfouit son visage dans sa poitrine, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis le jour où ils avaient enterré Thomas, pleura pour le jeune homme mort trop tôt, pour la jeune fille qu'elle avait été, qui croyait que le monde finirait avec sa mort, pour les 10 années qu'elle avait perdues dans un deuil qui s'était depuis longtemps aigri en autre chose, quelque chose qui consistait plus à se punir qu'à l'honorer, plus à se cacher de la vie qu'à célébrer ce qu'ils avaient partagé. Les robes brûlèrent, l'une après l'autre, les flammes consumant le tissu noir avec une faim qui semblait presque sacrée. Et Éléanore pleura non seulement pour Thomas maintenant, mais pour elle-même, pour la décennie perdue, pour la femme qu'elle aurait pu être si elle s'était autorisée à guérir, si elle avait choisi la vie au lieu de cette lente mort vêtue de voiles de deuil. Et Sébastien la tint à travers tout cela, ses bras forts et stables autour de son corps tremblant, ses propres larmes tombant dans ses cheveux, alors que le matin d'hiver s'éclaircissait et que la fumée montait comme des prières dans le ciel pâle de décembre. Les pleurs se calmèrent finalement pour devenir de légers tremblements, le corps d'Éléanore épuisé par la violence de son chagrin, et elle resta blottie contre la poitrine de Sébastien, tandis que le feu se réduisait en braise, la dernière de ses robes noires réduite en cendres qui se dispersèrent au vent d'hiver, et elle se sentit vidée, écorchée vive, comme si chaque émotion qu'elle avait réprimée pendant 10 ans avait été arrachée de son corps, la laissant vide, endolorie et étrangement, incroyablement plus légère. Sébastien la tint en silence, ses bras toujours enroulés autour de sa silhouette tremblante, et quand le froid finit par pénétrer sa conscience, il retira doucement son manteau et le drapa sur ses épaules, le tissu encore chaud de son corps, et sentant le santal et quelque chose d'indéfinissablement lui, et Éléanore le serra plus près avec des mains tremblantes, reconnaissante pour la chaleur, pour sa présence solide, pour le fait qu'il n'exigeait pas qu'elle parle ou explique ou s'excuse pour la tempête d'émotions qui venait de la traverser. Ils restèrent assis ensemble sur le sol gelé, alors que le matin s'éclaircissait, le soleil de décembre pâle et distant, et finalement, Éléanore retrouva sa voix, rauque et brisée, mais la sienne. « C'était ma faute, » murmura-t-elle, les mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute en 10 ans, la confession qui avait vécu comme un poison dans son cœur. La mort de Thomas, c'était ma faute. Nous nous sommes disputés ce matin-là. Un désaccord stupide sur quelque chose dont je ne me souviens même plus maintenant. Et il est parti en colère, a chevauché en colère, et le cheval l'a projeté, et il s'est cogné la tête sur une pierre, et il ne s'est jamais réveillé. Et si je ne m'étais pas disputé avec lui, si j'avais laissé l'affaire en l'état, si j'avais été plus gentille, plus patiente, plus aimante, il aurait vécu. Les bras de Sébastien se resserrèrent autour d'elle, mais il ne dit rien, attendant. Et Éléanore continua, les mots se déversant maintenant comme l'eau à travers un barrage brisé. Je croyais que je ne méritais aucun bonheur après cela, aucune joie, aucune couleur, aucune vie, dit-elle, sa voix tremblante mais plus stable maintenant. Je croyais que le deuil était ma pénitence, que si je portais le deuil assez longtemps, assez visiblement, assez parfaitement, cela pourrait en quelque sorte expier mon échec à l'aimer mieux de son vivant. Et les années passèrent, et le deuil devint ce que j'étais, la veuve perpétuelle, la fille tragique du vicaire, et je ne savais plus comment être quelqu'un d'autre, je ne croyais pas avoir le droit d'être quelqu'un d'autre. Sébastien resta silencieux un long moment, sa main décrivant de lents cercles sur son dos,
et quand il parla, sa voix était douce mais ferme, la voix de quelqu'un qui comprenait le poids terrible de la culpabilité. « Elanor, regardez-moi, dit-il, et elle releva la tête de sa poitrine, ses yeux enflés et rouges, son visage marbré de larmes, et croisa son regard, sombre et infini, et rempli d'une compassion qui lui serra la gorge. Chaque dispute, chaque mot de travers, chaque moment d'impatience entre deux personnes qui s'aiment ne porte pas le poids de la vie et de la mort, dit-il, sa main venant lui caresser la joue, son pouce essuyant de nouvelles larmes. La mort de Thomas était un accident tragique, un moment de destin cruel, et vous vous êtes puni pendant une décennie pour le simple crime d'être humaine, d'avoir été moins que parfaite à un moment que vous ne pouviez pas savoir être le dernier, et je vous le dis maintenant, avec toute la certitude de mon âme, que vous ne méritiez pas cette prison que vous avez construite, cette demi-vie que vous avez acceptée comme votre dû. Elanor sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine à ces mots, sentit le terrible nœud de culpabilité qui avait vécu sous son sternum pendant si longtemps commencer, à peine à se dénouer, et elle se pencha dans son contact, fermant les yeux, son souffle frémissant, et murmura « Je ne sais pas comment me pardonner. » 3 jours passèrent avant qu'Éléanore ne puisse se résoudre à quitter le presbytère, 3 jours pendant lesquels elle resta dans sa chambre, enveloppée de couvertures, de chagrin et de cette étrange légèreté creuse qui suit une tempête, et le matin du 4e jour, un paquet arriva, livré par l'un des serviteurs de Sébastien, avec l'instruction de l'ouvrir en privé, et les mains d'Éléanore tremblèrent en dénouant la ficelle et en retirant le papier brun pour révéler un tissu de la couleur du crépuscule, une robe d'un prune profond qui n'était ni le noir du deuil, ni les teintes vives de la célébration, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose qui murmurait la transition et les pas hésitants vers un monde qu'elle avait abandonné une décennie auparavant. Elle souleva la robe avec des mains tremblantes, la tint contre elle devant le miroir, et sentit la terreur lui monter à la gorge comme de la bile, car c'était le seuil qu'elle n'avait jamais osé franchir, la frontière entre la prison de son chagrin et le vaste territoire inconnu de la vie, et elle pensa au village la voyant en couleur, pensa à leur chuchotement et à leur jugement, pensa à se tenir dans l'église sans l'armure de sa robe de deuil pour la protéger des attentes du monde, et elle faillit replier la robe dans son emballage et la cacher au fond de sa garde-robe où elle ne pourrait pas l'accuser de trahison. Mais les mots de Sébastien résonnaient dans son esprit. Sa confession brute qu'il ne pouvait supporter de la voir se consumer, et elle pensa à Thomas, essaya d'imaginer ce qu'il dirait s'il pouvait la voir maintenant, s'il pouvait voir la décennie qu'elle avait donnée à sa mémoire, et elle sut avec une certitude qui s'installa comme une paix dans ses os qu'il ne voudrait pas de cela, n'aurait jamais demandé ce sacrifice de sa vie sur l'autel de sa mort, aurait voulu qu'elle vive et aime et remplisse ses jours d'autre chose que de l'entretien de sa tombe et de la culture du chagrin. Le dimanche matin arriva, froid et lumineux, le soleil de décembre scintillant sur les champs couverts de givre, et Éléanore s'habilla avec des doigts qui tâtonnaient sur les boutons et tremblaient sur le tissu, la robe prune s'installant sur son corps comme une peau étrangère. Et elle fixa son reflet et reconnut à peine la femme qui la regardait, pâle, et les yeux écarquillés et terrifiés, mais indéniablement, incroyablement présente, d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis 10 ans. La marche jusqu'à Sainte-Catherine ressemblait à un voyage de plusieurs miles, bien qu'il ne durât qu'à peine un quart d'heure, et Éléanore était consciente de chaque œil qui se tournait vers elle, de chaque murmure qui la suivait, le choc du village palpable, alors qu'il voyait la fille du vicaire dans autre chose qu'un noir implacable, et elle garda le regard fixé devant elle, le menton levé, les mains si serrées l'une contre l'autre que ses jointures blanchirent, et quand elle entra dans l'église, elle se sentit exposée, et à vif, comme si elle était venue nue devant eux tous.
Elle prit sa place habituelle au premier rang, son père déjà à l'autel se préparant pour l'office, et elle pouvait sentir le poids des regards de la congrégation peser sur son dos, pouvait entendre le bruissement des spéculations chuchotées, et elle voulait désespérément fuir, courir au presbytère, arracher cette robe et se cacher à nouveau dans l'anonymat sûr du deuil. Mais alors la porte de l'église s'ouvrit, et Sebastian Blackwood entra, le duc de Ravenmoor, assistant à l'office du dimanche pour la première fois depuis son arrivée au village, et les chuchotements s'intensifièrent en halètements, à peine réprimés, alors qu'il descendait l'allée centrale, ses cheveux sombres captant la lumière des vitraux, et ses yeux cherchant jusqu'à ce qu'il la trouve. Leurs regards se croisèrent sur toute la longueur de l'église, son expression impénétrable mais intense, et Éléanore sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, sentit la terreur commencer à reculer sous une chaleur qui se répandit en elle comme un lever de soleil, et quand Sébastien prit place 3 rangs derrière elle, quand il lui offrit le plus petit des sourires, privé et complice, et rempli d'une compréhension si profonde que ses yeux brûlèrent de larmes, Éléanore lui sourit en retour, un sourire tremblant et incertain, mais réel, sincère, le premier sourire de véritable espoir qu'elle s'était permis en une décennie. Et elle se tourna vers l'autel, sachant que quelque chose avait changé de manière irréversible, qu'elle avait franchi un seuil d'où il ne pouvait y avoir de retour, et que peut-être que ce n'était pas une tragédie, mais une sorte de salut. Alors que l'hiver s'installait sur la campagne, les jours raccourcissant et le givre persistant jusque tard dans la matinée, Éléanore retourna au domaine de Ravenmoor pour continuer son travail de catalogage, mais tout s'était transformé de manière à la fois subtile et profonde. La bibliothèque, qui avait autrefois ressemblé à un champ de bataille, semblait maintenant plus un sanctuaire, et Sébastien ne rôdait plus dans l'espace avec une énergie agitée, mais s'installait plutôt dans un silence complice à ses côtés, lisant pendant qu'elle travaillait, ou lui demandant occasionnellement son avis sur un volume qu'il avait découvert. Leur conversation s'allongeait maintenant, allant du philosophique au profondément personnel, des discussions sur la poésie, la foi et la nature du chagrin qui duraient tout l'après-midi et jusqu'au soir, jusqu'à ce que l'obscurité de l'hiver se presse contre les fenêtres et qu'Éléanore réalise avec un sursaut que des heures s'étaient écoulées sans qu'elle s'en aperçoive. Il la courtisait avec un soin qui frisait la révérence, semblant comprendre instinctivement quand insister et quand lui laisser de l'espace pour respirer. Il y eut des repas partagés dans la salle à manger du domaine où la lumière des bougies se reflétait dans le cristal et l'argenterie, donnant l'impression que tout était suspendu hors du temps, et des promenades dans les jardins couverts de givre où leur souffle formait des nuages dans l'air froid et où le monde semblait silencieux et en attente. Éléanore se retrouva à arriver plus tôt chaque jour et à rester plus tard, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'elle sentait s'installer dans ses os comme une chaleur après un long froid. Un après-midi, alors qu'ils examinaient ensemble un manuscrit enluminé, leurs épaules se touchant presque alors qu'ils se penchaient sur les pages délicates, Sébastien tendit la main au-delà d'elle pour indiquer un détail particulier dans la marge, et sa main frôla la sienne, un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais Éléanore le sentit comme de l'électricité dans tout son corps. Quand elle tourna légèrement la tête, leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour qu'elle puisse voir les paillettes d'or dans ses yeux sombres et compter ses cils un par un, et pendant un battement de cœur, le monde retint son souffle. Mais ensuite, Éléanore recula, les joues rougissantes, ses mains tremblantes, alors qu'elle reportait son attention sur le manuscrit. Sébastien ne dit rien, n'insista pas, ne demanda rien, lui donnant simplement l'espace dont elle avait besoin, tout en restant assez proche pour qu'elle sente la chaleur de sa présence comme une promesse.
Les ragots du village s'intensifièrent de semaine en semaine, des chuchotements suivant Éléanore au marché et des regards entendus échangés à l'office du dimanche. Madame Henderson, la femme du boucher, fit une remarque acerbe sur les jeunes femmes qui s'oubliaient en compagnie de nobles débauchés, et Éléanore sentit la honte familière lui monter à la gorge, mais la refoula, refusant de laisser leur jugement diminuer, ce qui grandissait entre elle et Sébastien. Cependant, elle ne put nier une pointe d'anxiété lorsque son père la convoqua un soir dans son bureau, son expression grave, et lui demanda directement la nature de sa relation avec le duc. Les préoccupations de son père n'étaient pas sans fondement, Éléanore le savait, car la réputation de Sébastien l'avait précédé dans ce coin tranquille de l'Angleterre, des récits de scandales londoniens, de tripots et de femmes de vertu douteuse. Le vicaire parla avec soin, mais fermeté des dangers d'un homme qui ne vivait selon aucune loi autre que son propre plaisir. Éléanore écouta, les mains jointes sur ses genoux, son cœur battant fort contre ses côtes, mais quand il eut fini, elle le regarda droit dans les yeux et dit « Il n'est pas ce qu'on dit de lui, père, ou peut-être l'était-il autrefois, mais il ne l'est plus. Je sais que vous souhaitez me protéger, mais je ne suis plus la créature fragile que vous craignez que je sois. » Elle vit la surprise traverser le visage de son père, suivie de quelque chose qui aurait pu être du respect ou peut-être simplement de la résignation, et il dit seulement « Sois prudente, Éléanore, les cœurs, une fois brisés, ne se réparent pas de la même manière deux fois. » Elle hocha la tête, connaissant la vérité de ses paroles, mais sachant aussi qu'elle avait déjà fait son choix. Quand Sébastien avait pris sa main lors de leur promenade la veille et qu'elle ne l'avait pas retirée, laissant au contraire ses doigts s'entrelacer avec les siens et sentant la justesse de ce geste s'installer dans son âme, elle avait franchi un autre seuil d'où il ne pouvait y avoir de retour. La bataille dans le cœur d'Éléanore fit rage au cours des semaines suivantes, avec une intensité qui la laissa sans sommeil et agitée, arpentant sa chambre aux petites heures du matin, tandis que le village dormait et que le vent d'hiver hurlait contre les fenêtres du presbytère. Elle se retrouva prise entre la chaleur de ce qu'elle ressentait lorsque Sébastien la regardait de ses yeux sombres qui perçaient toutes les défenses qu'elle avait jamais construites, et l'emprise glaciale de la culpabilité qui lui murmurait qu'elle trahissait la mémoire de Thomas, qu'elle n'avait pas droit à ce bonheur naissant alors qu'il gisait froid dans le cimetière, qu'aimer à nouveau revenait à diminuer ce qu'ils avaient partagé pendant ces brefs mois avant sa mort. Un matin de fin décembre, lumineux de givre, Éléanore s'enveloppa dans son manteau le plus chaud et se rendit au cimetière de Sainte-Catherine. Elle se tint devant la pierre tombale de Thomas, avec son inscription patinée et les fleurs mortes par l'hiver qu'elle y avait placées des semaines auparavant, et pour la première fois en 10 ans, elle lui parla honnêtement, non pas avec les platitudes prudentes qu'elle avait offertes lors de ses visites quotidiennes, mais avec une vérité brute qui tremblait sur ses lèvres comme une confession. « Je suis si fatiguée, Thomas, » murmura-t-elle, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Fatiguée de porter ce poids, fatiguée de me punir pour un accident qui n'était la faute de personne, fatiguée d'être à moitié vivante, alors que le monde continue de tourner et que les saisons continuent de changer, et que je suis toujours là, respirant encore capable de ressentir des choses que je croyais mortes avec toi. » Elle s'agenouilla dans l'herbe gelée, ses doigts traçant les lettres gravées de son nom, et continua. « Je me suis blâmé, parce que c'était plus facile que d'accepter que parfois des choses terribles arrivent sans raison ni justice, et j'ai porté le noir parce que cela me donnait un but quand je me sentais sans but, et j'ai entretenu ta tombe parce que c'était la seule façon que je connaissais de prouver que je t'avais aimé, que je t'aimais encore. Mais Sébastien avait raison, Thomas, c'est devenu une prison, et je ne sais pas si tu reconnaîtrais la femme que je suis devenue, cette ombre qui a oublié comment rire, ou espérer, ou imaginer un avenir, au-delà du prochain office du dimanche.
Les larmes vinrent alors, gelant sur ses joues. Mais elles semblaient différentes des larmes qu'elle avait versées pendant une décennie, moins comme du chagrin et plus comme une libération. Elle pensa au Thomas qu'elle avait connu, plein de vie, d'énergie et de projets pour leur avenir ensemble, et elle sut avec une certitude qui s'installa comme une paix dans ses os qu'il ne voudrait pas de cela, qu'il serait horrifié de savoir qu'elle avait sacrifié 10 ans à sa mémoire, qu'il l'encouragerait vers la vie que Sébastien lui offrait avec des mains patientes et des yeux compréhensifs. Éléonore resta là jusqu'à ce que ses genoux s'engourdissent et que ses doigts perdent toute sensation. Lorsqu'elle se leva enfin et se retourna vers le presbytère, elle s'arrêta à la grille et retira la broche de deuil qui avait fermé son col pendant une décennie, la pierre de jet froide contre sa paume. Elle la déposa soigneusement sur la tombe de Thomas comme une offrande, un symbole de ce qu'elle choisissait de laisser derrière elle, et elle murmura « J'aimerais toujours ce que nous avons été, Thomas, mais je choisis d'aimer ce que je pourrais devenir. » Elle retourna au village la tête haute, le col déboutonné, et une légèreté dans sa démarche qui ressemblait au premier dégel après un hiver sans fin. Lorsqu'elle arriva au domaine de Ravenmoor cet après-midi-là, Sébastien n'eut qu'à regarder son visage pour sourire. Il ne dit rien de la broche manquante, ni des larmes encore séchées sur ses joues. Il prit simplement sa main dans la sienne et la tint pendant qu'ils s'asseyaient ensemble dans la chaleur de la bibliothèque. Et Éléonore se sentit franchir un autre seuil, choisissant non seulement de survivre à son chagrin, mais de vivre à nouveau, véritablement, enfin, courageusement. La déclaration vint un après-midi de janvier, alors que le grésil frappait contre les fenêtres de la bibliothèque et que le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les dos des volumes anciens. Éléonore cataloguait une collection de textes théologiques lorsque Sébastien posa son livre et traversa la pièce pour la rejoindre. Quelque chose dans ses mouvements la fit s'arrêter, sa main s'immobilisant sur la reliure en cuir qu'elle examinait, son cœur commençant à s'emballer avant même qu'il ne parle. Et quand il prononça son nom, juste Éléonore, de cette voix basse qui semblait atteindre son âme même, elle se tourna pour lui faire face et vit dans ses yeux une intensité qui lui coupa le souffle. « J'ai essayé d'être patient, » dit-il. Ces mots mesurés mais chargés d'une émotion à peine contenue. J'ai essayé de vous donner du temps et de l'espace pour trouver votre propre chemin, mais je découvre que je ne peux plus rester silencieux sur ce qui brûle dans mon cœur depuis le premier instant où vous vous êtes tenu dans cette même pièce et m'avez regardé avec ces yeux qui contenaient des océans entiers de chagrin. Je dois parler maintenant ou devenir fou à force de le garder pour moi. Éléonore, je vous aime. Je vous aime avec une profondeur et une certitude qui me terrifient, car je n'ai jamais été un homme qui se croyait capable d'un tel sentiment. Et pourtant, me voici, complètement anéanti par une femme qui a porté le noir pendant une décennie, et qui m'a appris que la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de choisir de vivre à nouveau. Éléonore sentit les mots la frapper comme des coups physiques, chacun atterrissant dans les endroits tendres qu'elle avait si ardemment tenté de protéger, et la peur lui monta à la gorge, étouffante et immédiate, car elle avait oublié comment être aimée. Elle avait passé si longtemps dans le froid réconfort du chagrin que la chaleur de sa déclaration lui parut dangereuse, étrangère, comme réapprendre à marcher après des années de paralysie. « Je ne sais pas si je me souviens comment faire, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Comment aimer, comment être aimée, comment être autre chose que ce que j'ai été pendant si longtemps. Sébastien, j'ai peur de vous décevoir, d'être trop brisé pour être ce que vous méritez. » Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps, pour voir le léger tremblement de ses mains alors qu'il les tendait vers elle, et il dit avec une conviction si tendre qu'elle en eut les larmes aux yeux. « Alors je vous réapprendrai à vous souvenir, Éléonore.
Je vous l'enseignerai avec patience et dévotion chaque jour de notre vie, car l'amour n'est pas quelque chose que vous avez oublié, mais quelque chose que vous avez eu peur de ressentir. Et je suis prêt à attendre, à avancer au rythme dont vous avez besoin, à prouver que vous n'êtes pas brisé, mais simplement blessé. Et les blessures, avec du temps et des soins, peuvent guérir. Mais avant qu'Éléanore ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse articuler l'enchevêtrement complexe d'espoir et de terreur qui parcourait ses veines, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et son père se tint sur le seuil, son expression grave et troublée. Éléanore vit sur son visage qu'il avait entendu au moins une partie de ce qui s'était passé entre eux, et la voix du vicaire, lorsqu'il parla, était lourde d'inquiétude et d'autorité paternelle. « Votre grâce, puis-je avoir un mot avec ma fille en privé ?» Sébastien s'inclina, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Éléanore, avant de se retirer de la pièce avec une grâce qui démentait la tension crépitante dans l'air. Son père attendit que les pas de Sébastien s'évanouissent dans le couloir, avant de se tourner vers Éléanore, avec des yeux qui contenaient à la fois amour et inquiétude. Il parla avec précaution, mesurant chaque mot, de l'inconvenance du duc, de sa réputation scandaleuse dans la société londonienne, des rumeurs qui se propageaient déjà dans le village comme une traînée de poudre, de la crainte qu'Éléanore soit vulnérable dans son état récemment éveillé et puisse prendre des décisions nées de la gratitude plutôt que d'une affection sincère. Éléanore écouta chaque argument avec une frustration croissante, car elle comprenait les craintes de son père, mais sentait aussi l'éveil de quelque chose de nouveau en elle, une protectivité féroce non seulement envers Sébastien, mais aussi envers son propre droit de choisir son chemin. Quand son père fit une pause pour respirer, Éléanore se redressa de toute sa hauteur et le regarda avec une assurance qu'elle n'avait pas possédée même quelques jours auparavant. Sa voix était calme mais inflexible. « Père, je sais que vous souhaitez me protéger, et je vous suis reconnaissante de votre amour et de votre inquiétude. Mais Sébastien n'est pas ce que les commères prétendent. Ou s'il l'était, il s'est transformé tout comme je me suis transformé. Je ne me retirerai pas dans la sécurité du deuil simplement parce que les autres jugent mes choix ou parce que l'amour semble dangereux après si longtemps dans l'engourdissement. Pour la première fois en 10 ans, je me sens vraiment vivante, et je défendrai cela de toutes mes forces, même si cela signifie vous décevoir, même si cela signifie affronter la censure du village, car j'ai appris que parfois l'acte le plus courageux n'est pas d'endurer la souffrance, mais de choisir la joie. Sébastien trouva Éléanore dans le jardin d'hiver le soir suivant, lorsque le crépuscule avait transformé les branches chargées de neige en ombres argentées et violettes. Elle se tenait parmi les rosiers nus, enveloppée dans un manteau de la couleur d'un vin profond, ni noir, ni encore les teintes vives qu'elle pourrait un jour porter. Lorsqu'il s'approcha, elle se tourna vers lui avec des yeux qui contenaient des questions qu'elle n'avait pas encore formulées, et il dit sans préambule, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi, Éléanore, quelque chose que je ne vous ai pas dit, parce que je suis un lâche malgré toutes mes paroles audacieuses sur le courage et la vie. Si nous devons avancer ensemble, vous méritez de connaître la vérité sur la raison pour laquelle j'ai fui Londres pour ce domaine oublié, pourquoi je suis revenu dans un endroit où j'avais juré de ne plus jamais mettre les pieds. » Elle attendit, son cœur battant plus vite, sentant que ce qu'il allait révéler changerait les choses entre eux, les rapprocherait ou créerait un abîme trop large pour être franchi. Sébastien passa une main dans ses cheveux sombres, un geste d'agitation qu'elle ne lui avait jamais vu faire auparavant, et commença à parler d'une voix rauque d'émotion d'un homme nommé James Thornbury, qui avait été son ami le plus proche depuis leur jour d'école à Eton. Une amitié forgée dans une rébellion partagée contre des pères cruels
et les attentes étouffantes de leur classe. Dans les salons de bal scintillants et les tripots sombres de Londres, il s'était taillé une réputation de folie qui était en partie une performance et en partie une fuite de la douleur qu'ils portaient tous deux. James était imprudent, continua Sébastien, les yeux fixés sur un point lointain au-delà des murs du jardin. Imprudent d'une manière qui m'effrayait même si je l'encourageais. Une nuit, au printemps dernier, nous étions ivres-morts à une partie de cartes qui avait duré trop longtemps, avec des enjeux qui étaient devenus trop élevés. James a tout perdu. Son allocation trimestrielle, les bijoux de sa mère qu'il n'avait pas le droit de parier. Lorsque le gagnant a exigé le paiement immédiat, James est sorti en titubant dans la rue, enragé. Je l'ai suivi, mais pas assez vite, pas assez prudemment, car j'étais ivre moi-même. Quand il est monté dans son cabriolet, jurant qu'il irait à son domaine chercher l'argent cette nuit-là même, alors qu'il était plus de minuit et que les routes étaient dangereuses, j'ai ri, Eleanor. J'ai ri, et je lui ai dit d'aller prouver qu'il était un homme. Il est parti dans l'obscurité, et je suis retourné à la table de jeu. 3 heures plus tard, on a retrouvé son corps dans un fossé, le cou brisé, son cabriolet en morceaux contre un arbre. La confession flottait entre eux comme quelque chose de physique, et Éléanore vit sur le visage de Sébastien la même culpabilité qu'elle avait portée pendant 10 ans, la même conviction qu'il était responsable d'une mort qui n'aurait peut-être pas pu être évitée. Elle comprit avec une clarté soudaine qu'ils étaient tous deux prisonniers de leur passé, portant tous deux des vêtements de deuil de différentes sortes, se punissant tous deux pour des accidents et des choix qui leur avaient échappé. Au lieu de reculer devant sa révélation, elle s'approcha et prit ses mains froides dans les siennes, disant avec une douceur née d'une souffrance partagée : « Vous comprenez maintenant pourquoi je comprenais si complètement votre chagrin, pourquoi je ne pouvais supporter de vous voir gaspiller votre vie en pénitence. Car j'ai fait de même, Sébastien. Nous nous sommes tous deux laissés mourir à petit feu pour honorer les morts. Mais peut-être pouvons-nous nous sauver l'un l'autre. Peut-être que 2 personnes brisées peuvent devenir entières ensemble. » Quand il la regarda avec des yeux brillants de larmes non versées, elle leva la main vers son visage et il inclina la tête vers la sienne. Ils s'embrassèrent dans le jardin d'hiver, alors que la neige commençait à tomber autour d'eux comme une bénédiction. Un baiser qui avait le goût des larmes et du pardon, et l'espoir timide que la guérison pourrait être possible après tout. Que 2 âmes qui avaient passé si longtemps dans l'obscurité pourraient trouver leur chemin vers la lumière ensemble. Éléanore sentit quelque chose changer dans sa poitrine, un relâchement des liens qui avaient enserré son cœur pendant une décennie. Elle sut que leur fragilité mutuelle n'était pas une faiblesse, mais le fondement même sur lequel ils pourraient construire quelque chose de durable et de vrai. À l'approche de Noël, alors que le village se préparait pour la saison de la joie et de la rédemption, les chuchotements, qui avaient commencé comme une simple curiosité, se durcirent en quelque chose de plus sombre et de plus critique. La vue d'Eleanor Ashford, marchant dans les ruelles enneigées dans sa robe couleur prune, au lieu du noir funéraire, avait scandalisé les paroissiens les plus conservateurs, qui voyaient dans sa transformation non pas une guérison, mais une trahison. Madame Weatherby, la femme du boucher, qui s'était autoproclamée gardienne de la morale de la paroisse, lança une campagne discrète d'inquiétude qui se propagea comme le givre hivernal, suggérant à quiconque voulait bien l'entendre que la fille du vicaire avait été corrompue par le duc pêcheur, que le chagrin l'avait rendue vulnérable à la manipulation, que son pauvre père devait être hors de lui d'inquiétude face à l'association de sa fille avec un homme dont la réputation londonienne était si profondément entachée de scandales et de vices. Eleanor sentit le poids de leur désapprobation dans les têtes tournées et les conversations chuchotées qui cessaient lorsqu'elle entrait dans les magasins.
dans les regards apitoyés des femmes qui avaient autrefois cherché ses conseils, dans les parents qui trouvaient soudain des raisons pour que leur fille ne puisse pas assister à ses leçons d'école du dimanche. Bien qu'elle se soit attendue à des jugements, elle n'avait pas anticipé à quel point cela ressemblerait à une pression physique sur sa poitrine, rendant la respiration difficile, la tentant de se retirer dans la sécurité du deuil, où au moins elle était respectée, même si elle n'était pas vraiment vivante. Elle se retrouva à un carrefour entre la prison familière du chagrin et la liberté terrifiante de choisir sa propre voie, indépendamment des opinions des autres. Sébastien sentit sa lutte lors d'une de leurs réunions d'après-midi à la bibliothèque. Il vit la tension dans ses épaules et les ombres revenant dans ses yeux. Il posa son livre, vint à elle et dit avec une gravité qui lui serra le cœur. « Élanor, je ne serai pas la cause de votre souffrance, ni l'instrument de votre isolement de tous ceux que vous avez connus. Si ma présence dans votre vie vous apporte plus de douleur que de joie, alors je partirai. Je retournerai à Londres et ne vous importunerai plus, car je préférerais vous perdre plutôt que de vous voir déchiré par le choix entre votre propre bonheur et l'approbation des autres. » Élanor sentit quelque chose de féroce et de brûlant monter dans sa poitrine à ces mots, un refus si profond qu'il la choqua par son intensité, car elle réalisa à ce moment-là qu'elle avait passé 10 ans à laisser les autres définir sa valeur et ses choix, d'abord en honorant la mémoire de Thomas, parce que le village attendait une dévotion éternelle, puis en enseignant et en servant, parce que c'était ce qu'une fille de vicaire devait faire. Et maintenant, Sébastien lui offrait une échappatoire au jugement, mais aussi à la chose même pour laquelle elle s'était si durement battue, le droit de vivre, d'aimer et de choisir pour elle-même. « Non, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait entendue depuis des années. Non, vous ne partirez pas, et je ne me cacherai pas, plus maintenant, plus jamais. J'ai passé une décennie dans l'ombre à essayer de plaire aux morts et d'apaiser les vivants, et j'en ai fini avec les deux. S'ils ne peuvent pas accepter que j'ai choisi la vie plutôt que le deuil perpétuel, c'est leur limite, pas mon échec. Et je me tiendrai devant eux tous et déclarerai mon choix sans honte ni excuse. » Elle prit à ce moment-là une décision à la fois terrifiante et exaltante. Le matin de Noël, lorsque tout le village se rassemblerait à Sainte-Catherine pour la célébration de la naissance, de l'espoir et des nouveaux départs, elle apparaîtrait non pas dans le prune sobre ou le gris modeste, qui auraient pu être des transitions acceptables, mais dans une robe de la couleur des roses cramoisies. Une déclaration de couleur si audacieuse qu'elle ne pourrait être confondue avec rien d'autre qu'un défi intentionnel. Une prise de position publique qui forcerait le village à accepter sa transformation ou à la condamner ouvertement plutôt que par des insinuations chuchotées. Quand elle fit part de son plan à Sébastien, ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent d'une telle fierté et d'un tel amour qu'Éléonore sentit sa résolution se renforcer, se sentit devenir la femme qu'elle aurait pu être si le chagrin ne l'avait pas réclamée à 20 ans, courageuse, certaine et prête à se battre pour son propre avenir. Le lendemain du matin, où Éléonore porta la robe cramoisie à l'office de Noël, créant un scandale qui se propagea dans le village comme une pierre jetée dans une eau calme, son père convoqua Sébastien au presbytère avec une note laconique livrée par un garçon d'écurie aux yeux écarquillés. Lorsque le duc arriva dans le modeste bureau tapissé de textes théologiques et sentant le vieux papier et la cire de bougie, le révérend Ashford se tenait dos au feu, le visage grave et fatigué comme s'il n'avait pas dormi. Il dit sans préambule, ni la courtoisie d'offrir un siège. « Votre grâce, je dois parler franchement car je suis un simple homme de Dieu et n'ai aucune patience pour les circonlocutions de votre classe. Ce que je dois savoir avant que cela n'aille plus loin, c'est si vous aimez ma fille pour elle-même ou si vous avez fait de son chagrin un projet. Cherchez-vous à la guérir parce que vous vous souciez d'Éléonore ou parce que réparer sa brisure vous fait vous sentir moins brisé vous-même. »
Sébastien sentit les mots le frapper, comme des coups physiques, car ils touchaient à la peur même qu'il avait nourrie dans son propre cœur pendant les nuits blanches, l'inquiétude que son amour pour Éléanore soit en quelque sorte entaché par son besoin de se racheter en la sauvant. Mais il regarda le vicaire droit dans les yeux et dit avec une conviction qui venait du plus profond de son âme. « Monsieur, je ne mentirai pas en prétendant que je n'ai pas d'abord remarqué Éléanore à cause de son deuil, car il était impossible de ne pas voir une femme si jeune portant les vêtements d'un chagrin perpétuel. Mais je suis tombé amoureux d'elle, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce que sous le deuil, j'ai vu un esprit d'une force extraordinaire, une femme qui avait survécu à une décennie de pénitence auto-imposée et qui était restée capable de bonté et de grâce. Et oui, je voulais la libérer de sa prison de chagrin, mais pas pour me sentir noble ou racheté. Je le voulais parce que regarder quelqu'un de si plein de vie potentielle se consumer dans l'ombre était insupportable, parce que chaque instant qu'elle passait dans cette demi-existence ressemblait à un crime contre tout ce qui est beau et bon dans ce monde. Et je l'aime. Révérend Ashford. J'aime sa loyauté féroce, même lorsqu'elle est mal dirigée. J'aime sa douce compassion. J'aime la façon dont elle voit à travers les faux semblants jusqu'à la vérité. J'aime son courage qu'elle ne reconnaît même pas en elle-même. Et je vous jure sur tout ce que j'ai de plus sacré que je passerai ma vie non pas à essayer de la réparer, car elle n'est pas brisée, mais à l'honorer exactement telle qu'elle est, tout en la soutenant, alors qu'elle devient celle qu'elle souhaite être. L'expression sévère du vicaire s'adoucit presque imperceptiblement, et il étudia Sébastien avec des yeux qui avaient conseillé des paroissiens à travers les naissances, les décès et toutes les crises intermédiaires. Il dit doucement « J'ai regardé ma fille mourir à petit feu pendant 10 ans, votre grâce. Je l'ai vue disparaître dans le chagrin jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la jeune fille vibrante qu'elle était autrefois. Et je me suis blâmé de ne pas savoir comment l'atteindre, d'être un meilleur berger pour mon troupeau que pour mon propre enfant. Et puis vous êtes arrivé avec votre réputation scandaleuse et vos gestes dramatiques, et vous avez fait ce que je ne pouvais pas faire. Vous l'avez mise assez en colère pour qu'elle ressente à nouveau. Vous l'avez poussée jusqu'à ce qu'elle doive choisir entre une mort continue et une vie effrayante. Et bien que vos méthodes aient été peu orthodoxes et franchement choquantes, je ne peux nier que pour la première fois en une décennie, j'ai vu ma fille vraiment vivante hier, quand elle est entrée dans l'église dans cette robe cramoisie, la tête haute, défiante et belle, et enfin elle-même. Sébastien vit des larmes perler dans les yeux du vieil homme, vit le poids de l'amour paternel, de la culpabilité et du soulagement. Le vicaire continua « Vous avez ma bénédiction, votre grâce. » Réticente peut-être et certainement conditionnelle à ce que vous continuiez à être digne d'elle, mais néanmoins sincère. Car tout homme qui peut aimer ma fille assez pour risquer sa haine afin de lui sauver la vie a fait ses preuves d'une manière qui compte plus que la réputation, le rang ou les commérages de villageois à l'esprit étroit. Lorsque Éléanore entra dans le bureau quelques instants plus tard, convoquée par son père, et vit les deux hommes se tenant ensemble, la compréhension plutôt que l'antagonisme entre eux, elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une dernière barrière tombant. Elle alla vers son père et l'embrassa, des larmes coulant sur son visage, le remerciant de l'avoir protégée, même quand elle ne voulait pas de protection, de l'avoir aimée assez pour la laisser partir, d'avoir vu au-delà du scandale la vérité de sa guérison. Son père la serra fort et murmura qu'il ne voulait que son bonheur, qu'il avait craint de la perdre à jamais au chagrin, mais qu'il pouvait maintenant voir qu'elle avait enfin retrouvé le chemin de la vie. Et Sébastien regarda le père et la fille se réconcilier et sentit ses propres yeux piqués d'émotion, comprenant qu'il était témoin de quelque chose de sacré, la réparation d'une relation mise à rude épreuve par l'amour, la perte et la grâce difficile de laisser aller. La veille du Nouvel An, alors que l'année 1847
s'apprêtait à céder la place à 1848, Sébastien fit savoir à Éléanore qu'il la priait de le rencontrer à la chapelle de Ravensmoor à minuit, l'heure où l'ancienne année mourait et la nouvelle naissait. Bien qu'il fût peu conventionnel pour une femme non mariée de s'aventurer à une telle heure, Éléanore s'enveloppa dans son manteau de laine et marcha à travers les ruelles enneigées, sous un ciel brillant d'étoiles d'hiver, sentant dans ses os que quelque chose de capital l'attendait dans cet espace sacré où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, quand elle n'était encore qu'un fantôme hantant sa propre vie, et lui un étranger, qui voyait à travers sa performance, soignée de deuil perpétuel, la femme emprisonnée en dessous. La chapelle était chaude quand elle entra. Des bougies allumées partout jetant une lumière dorée sur les anciens murs de pierre, et Sébastien se tenait devant l'autel, vêtu d'un habit noir formel, mais sans aucune de ses manières débauchées habituelles. Il paraissait presque vulnérable lorsqu'il se tourna au son de ses pas et traversa la pièce pour prendre ses deux mains dans les siennes, ses yeux scrutant son visage comme pour en mémoriser chaque détail. Il dit d'une voix rauque d'émotion: « Éléanore, quand je suis venu pour la première fois dans cette chapelle, je fuyais mes démons et mon passé, cherchant refuge dans un endroit que mon père n'avait jamais souillé de sa cruauté. Et j'ai trouvé à la place une femme en vêtements de deuil noir qui m'a regardé avec méfiance, et quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance, car nous étions tous deux prisonniers, bien que nos cellules fussent de construction différente. Au cours de ces mois, je vous ai vu vous transformer d'ombre en substance, de demi-vie en plénitude, et je suis tombé si profondément amoureux de vous que je ne peux imaginer mon avenir sans vous, ne peux concevoir de retourner à l'existence vide que je menais avant que vous ne m'appreniez ce que signifie vraiment se soucier du bonheur d'un autre au-dessus de son propre confort. » Éléanore sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'il continuait. « Je sais que je ne suis pas ce que quiconque choisirait pour la fille d'un vicaire. Je sais que ma réputation me précède et que le village murmure sur mon inconvenance. Mais, Éléanore, je vous jure que je passerai chaque jour de ma vie à me prouver digne du cadeau que vous me feriez en devenant ma femme. Je vous honorerai, je vous chérirai, et jamais, jamais je ne vous demanderai d'être autre chose que celle que vous êtes. Et donc, je vous le demande, ici, dans cette chapelle, à ce seuil entre deux années. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous prendre ce duc imparfait et autrefois dissolu et faire de lui l'homme le plus chanceux d'Angleterre en acceptant de construire une vie avec moi, de remplir Ravensmoor de couleurs, de rire et de toute la joie qui a manqué à nos deux vies depuis si longtemps? » Éléanore ne put parler pendant un instant, la gorge serrée par l'émotion en pensant à la femme qu'elle avait été quelques mois auparavant, enveloppée de tissus noirs et de pensées noires, convaincue qu'elle ne méritait rien d'autre que l'ombre et la pénitence, invisible même à ses propres yeux. Puis elle pensa à cet homme qui l'avait vue quand personne d'autre ne le pouvait, qui s'était soucié assez pour brûler sa prison, tout en sachant qu'elle pourrait le haïr pour cela, qui avait été patient, féroce et tendre tour à tour, lui apprenant qu'elle avait le droit de vouloir des choses, le droit de choisir la vie plutôt que la loyauté à la mort, le droit d'être en colère, joyeuse, compliquée et pleinement humaine. Elle réalisa que ce qu'elle ressentait pour Sébastien n'était pas la douce affection simple qu'elle avait ressentie pour Thomas à 20 ans, mais quelque chose de plus profond et de plus réel, un amour construit non sur des rêves de jeune fille, mais sur une compréhension sincère et une transformation durement acquise. Elle dit à travers ses larmes: « Oui, Sébastien, oui, je vous épouserai. Car vous m'avez vu quand j'étais invisible, vous vous êtes battu pour moi quand j'avais oublié comment me battre pour moi-même, vous m'avez rendu ma vie, et je veux la passer avec vous, à construire quelque chose de nouveau et de beau sur les cendres de ce que nous avons tous deux perdu. » Alors que les cloches de l'église commencèrent à sonner minuit,
marquant la naissance de l'année 1848, Sébastien la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion et une tendresse qui donnèrent à Éléonore l'impression de naître à nouveau elle-même, de renaître dans une vie de couleur, de possibilités et d'amour qui ne lui demandait pas d'oublier son passé, mais seulement de refuser d'en être emprisonné. Quand ils se séparèrent enfin et restèrent ensemble dans la chapelle éclairée aux chandelles à faire des plans pour un mariage au printemps, Éléonore ressentit une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse pour cet homme qui avait brûlé ses robes de deuil et, ce faisant, l'avait libérée pour devenir celle qu'elle souhaitait être. Dans les semaines qui suivirent, alors qu'ils partageaient leurs nouvelles, commençaient les préparatifs et voyaient l'acceptation réticente du village se transformer en un bonheur sincère. En voyant la joie d'Éléonore, elle surprenait parfois Sébastien à la regarder avec une expression d'émerveillement et d'amour qui lui fit comprendre qu'elle lui avait aussi fait un cadeau, lui avait montré que la rédemption était possible, qu'ils pouvaient tous deux s'échapper des prisons de leur passé et construire un avenir brillant de promesses et d'espoir. Alors que le printemps arrivait et que le monde extérieur passait de la palette monochrome de l'hiver à une explosion de vert tendre et de fleurs délicates, Éléonore se tenait dans sa chambre au presbytère, entourée des vestiges de sa décennie de deuil. Les quelques vêtements noirs qui avaient survécu au feu purificateur de Sébastien étaient maintenant étalés sur son lit comme des ombres sombres qu'elle était enfin prête à bannir complètement. Elle passa une dernière fois ses doigts sur les tissus sévères de bombazine et de crêpe, se souvenant de la jeune femme qui les avait enfilés pour la première fois dans un deuil sincère, et de la femme plus âgée qui s'y était accrochée bien au-delà de la nécessité, les utilisant à la fois comme armure et comme pénitence. Puis, avec une respiration décisive, elle plia soigneusement chaque pièce et les plaça dans un coffre destiné à la boîte des pauvres de la paroisse, un don qui servirait un but pratique pour ceux qui avaient réellement besoin de vêtements de deuil, plutôt que pour ceux qui en avaient fait une prison. La semaine suivante, Éléonore se rendit chez la couturière dans le bourg voisin, avec Sébastien à ses côtés dans sa voiture. Ensemble, ils choisirent des tissus aux couleurs qu'elle n'avait pas portées depuis avant la mort de Thomas. Des lavandes douces et des roses poudrées, des verts émeraudes profonds et des bleus saphirs, des bordeaux riches et des ambres dorés. Chaque rouleau de tissu était une révélation, alors qu'elle le tenait contre sa peau, et voyait comment les couleurs apportaient de la chaleur à son teint, là où le noir n'avait fait que souligner la pâleur de son chagrin. Sébastien la regardait avec une joie si non dissimulée, pendant qu'elle délibérait entre les nuances et les textures, que la couturière sourit d'un air entendu et offrit des commentaires enjoués sur ce qui conviendrait à une mariée de printemps. Chaque nouvelle robe qui arriva au cours des semaines suivantes ressembla à un petit miracle de transformation. En enfilant des couleurs qu'elle s'était interdites si longtemps, Éléonore se retrouvait devant son miroir, s'émerveillant de l'étrangère qui la regardait. Une femme qui paraissait plus jeune que ses 30 ans malgré la décennie de deuil. Une femme dont les yeux contenaient de la lumière au lieu de l'ombre, dont la posture parlait de possibilité plutôt que de pénitence. Parfois, Sébastien la trouvait simplement en train de contempler son reflet, des larmes sur les joues, submergée par la réappropriation d'un moi qu'elle avait cru perdu à jamais. La préparation de leur mariage en avril devint non seulement la planification d'une cérémonie, mais un voyage continu pour Éléonore, apprenant à embrasser la joie sans culpabilité, à anticiper le bonheur sans le murmure constant qu'elle ne le méritait pas. Sébastien se montra infiniment patient face à ces moments de doute, ces moments où elle se figeait soudainement au milieu d'une discussion sur les fleurs ou la musique, et où il voyait les anciennes ombres traverser son visage. Il prenait alors simplement sa main et lui rappelait doucement que choisir la vie ne signifiait pas déshonorer la mort,
que Thomas n'aurait pas voulu qu'elle reste à jamais figée dans l'instant de sa perte, que l'amour était assez vaste pour contenir à la fois la gratitude pour ce qui fut et l'espoir pour ce qui serait. Par un après-midi particulièrement beau de fin mars, alors que l'air sentait les fleurs de pommier et l'herbe nouvelle, Éléanore rassembla le reste de ses bijoux de deuil. Les perles de jais, les rubans noirs et le médaillon contenant le portrait de Thomas qu'elle avait porté contre son cœur pendant 10 ans. Elle les plaça soigneusement dans une petite boîte en velours qu'elle enveloppa d'un ruban. Puis, elle et Sébastien marchèrent ensemble jusqu'au cimetière de Sainte-Catherine, où elle s'agenouilla près de la tombe de Thomas et déposa la boîte au pied de sa pierre tombale. Elle lui parla à voix haute, pour la première fois depuis des années, lui disant qu'elle était désolée d'avoir fait de sa mort toute son existence, désolée d'avoir transformé le chagrin en un monument qui n'honorait ni sa mémoire ni sa propre vie. Puis elle le remercia pour l'amour qu'ils avaient partagé quand ils étaient jeunes, et lui promit qu'elle se permettrait enfin d'être heureuse. Quand elle se releva, Sébastien était là pour prendre sa main, et ensemble, ils retournèrent vers le domaine de Ravenmoor et l'avenir qui les attendait. Éléanore se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été en une décennie, déchargée enfin du poids du deuil perpétuel, prête enfin à entrer pleinement dans la vie vibrante, colorée et joyeuse qu'elle construisait avec l'homme qui l'avait aimée assez pour incendier sa prison et attendre ensuite patiemment qu'elle apprenne à marcher librement. Par une parfaite matinée d'avril, en 1848, alors que le monde semblait vibrer de la promesse de nouveaux départs et que l'air portait l'odeur de la jacinthe et de la terre fraîche, Éléanore se tenait dans sa chambre d'enfant au presbytère, vêtue d'une robe de mariée en soie ivoire brodée de fils d'or qui captait la lumière entrant par les fenêtres. Alors que son père l'aidait à attacher les minuscules boutons de perles qui couraient le long de son dos, elle s'aperçut dans le miroir et reconnut à peine la femme radieuse qui la regardait, cette mariée qui ressemblait peu au fantôme en noir qui avait hanté ses pièces pendant une décennie. Les mains de son père tremblaient légèrement pendant qu'il travaillait, et quand il eut fini, il la tourna doucement pour lui faire face et dit, les larmes aux yeux: « Tu ressembles tellement à ta mère le jour de notre mariage, si pleine de joie et d'espoir. Et je suis désolé de t'avoir laissé te cacher dans l'ombre si longtemps, alors que tu méritais de vivre dans la lumière. » Éléanore l'embrassa et murmura qu'il avait seulement essayé de la protéger, qu'elle avait eu besoin de trouver son propre chemin pour revenir à la vie. Puis, ensemble, ils marchèrent sous le soleil printanier jusqu'à l'église Sainte-Catherine, où tout le village s'était rassemblé, remplissant chaque banc et débordant dans le cimetière, leur jugement antérieur transformé en une véritable célébration, alors qu'ils voyaient Éléanore Ashford entrer enfin dans le bonheur qu'elle s'était si longtemps refusé. L'église était transformée par des arrangements de roses blanches et de lierre retombants, et la lumière du soleil se déversait à travers les vitraux, projetant des motifs de couleurs chatoyantes sur le sol en pierre. Quand Éléanore entra au bras de son père et vit Sébastien qui l'attendait à l'autel dans son habit noir formel, avec une expression d'un amour et d'un émerveillement si profond que cela lui coupa le souffle, elle comprit que ce moment représentait non seulement un mariage, mais une résurrection, un choix de la vie sur la mort, de la couleur sur l'ombre, de l'avenir sur le passé. En descendant l'allée devant des visages familiers souriant à travers les larmes, elle sentit le poids de sa décennie de deuil se lever enfin complètement, remplacé par une légèreté qui lui donnait l'impression de pouvoir flotter. Quand elle atteignit Sébastien et plaça sa main dans la sienne, leurs regards se croisèrent et se maintinrent, et Éléanore vit, reflété dans son regard, tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la vie qu'ils construiraient ensemble. Le vicaire qui célébra la cérémonie parla de la lumière vainquant les ténèbres, du printemps succédant à l'hiver, de la résurrection et du renouveau, choisissant des lectures
qui mettait l'accent sur la transformation et l'espoir. Au moment des vœux, Sébastien parla d'une voix qui porta jusqu'au moindre recoin de l'église, promettant d'honorer à la fois la femme qu'Éléanore avait été et celle qu'elle devenait, de chérir sa force et sa vulnérabilité à parts égales, de construire avec elle une vie de couleur, de joie et de sens, de ne plus jamais la laisser se retirer dans l'ombre, mais de se tenir à ses côtés, alors qu'ils avanceraient tous deux vers la lumière. Les propres vœux d'Éléanore tremblaient d'émotion, alors qu'elle promettait de choisir la vie chaque jour, d'embrasser l'amour sans peur, d'avancer sans oublier, mais aussi sans être emprisonnée par le passé, de remplir leur maison de rire et leurs jours de sens, d'aimer Sébastien non pas malgré ses défauts, mais parce qu'il l'avait vu vraiment et l'avait aimé assez pour se battre pour sa liberté, même quand elle avait oublié comment se battre pour elle-même. Lorsque le vicaire les déclara mari et femme et que Sébastien l'embrassa avec une tendresse qui contenait aussi passion et promesse, la congrégation éclata en applaudissements. Éléanore entendit dans ce son non seulement la célébration d'un mariage, mais la reconnaissance d'une transformation, le village témoignant du retour de l'une des leurs d'un long exil dans le chagrin pour réclamer sa place parmi les vivants. Alors qu'elle et Sébastien remontaient l'allée en tant que duc et duchesse de Ravenmoor, la robe ivoire et or d'Éléanore captant la lumière colorée des vitraux, elle se sentit plus elle-même qu'elle ne l'avait été en 10 ans, plus entière, présente et vivante, prête enfin à embrasser les joies et les peines que l'avenir pourrait apporter avec l'homme qui avait incendié sa prison et attendu ensuite, patiemment, qu'elle apprenne à construire quelque chose de beau sur les cendres. 5 ans plus tard, à l'automne de 1853, Éléanore se tenait à la fenêtre du salon du domaine de Ravenmoor, regardant la lumière dorée de l'après-midi peindre les terres de nuances d'ambre et de cuivre. Derrière elle, elle pouvait entendre les cris ravis de ses 2 enfants, alors que Sébastien les poursuivait dans les couloirs, dans un jeu élaboré de dragons et de chevaliers, leur rire résonnant dans des pièces autrefois silencieuses et négligées, mais qui débordaient maintenant du chaos vibrant d'une famille véritablement vivante. Elle sourit à ce son avant de reporter son attention sur la vue extérieure où les jardins qu'elle avait aidé à cultiver pendant 5 ans de mariage fleurissaient de roses de fin de saison et de chrysanthèmes de toutes les couleurs imaginables, une émeute délibérée de teintes qu'elle entretenait avec la même dévotion qu'elle avait autrefois accordée à son deuil, sauf que maintenant son dévouement allait à la vie et à la beauté plutôt qu'à la commémoration de la mort. Plus tard dans l'après-midi, Éléanore s'éclipsa de la maison avec un panier de fleurs fraîchement coupées de ses jardins, et elle emprunta le chemin familier jusqu'au cimetière de Sainte-Catherine, où la tombe de Thomas se dressait sous un chêne ancien, sa pierre tombale maintenant patinée par 16 années de saison. Elle s'agenouilla pour arranger les fleurs, des astères violets, des dahlias dorés et des roses d'un rouge profond, et tout en travaillant, elle parla doucement à la mémoire du jeune homme qu'elle avait aimé alors qu'elle n'était guère plus qu'une jeune fille, lui parlant de ses enfants, de la gentillesse et de l'humour de Sébastien, de la vie qu'elle avait construite sur les cendres de sa décennie de deuil. Il n'y avait plus de culpabilité dans sa voix maintenant, seulement une gratitude paisible pour ce qui avait été, et la reconnaissance qu'elle avait enfin appris à honorer sa mémoire sans en être emprisonnée, qu'elle pouvait le porter doucement dans son cœur, tout en vivant pleinement dans le présent. Quand Éléanore se leva et se retourna pour rentrer vers Ravenmoor, elle trouva Sébastien qui l'attendait à l'orée du cimetière, leur fille Catherine perchée sur ses épaules et leur fils Thomas, nommé en l'honneur du garçon mort il y a si longtemps, tenant la main de son père. La vue d'eux, debout là dans la lumière du soleil d'automne, sa famille entière, heureuse et si profondément aimée, fit gonfler le cœur d'Éléanore d'une joie qu'elle s'était autrefois crue indigne d'éprouver. Alors qu'elle s'approchait,
Sébastien tendit sa main libre vers elle et la serra contre lui. Ensemble, ils rentrèrent à la maison, à travers les feuilles qui tombaient, tandis que les enfants bavardaient sur la soirée à venir. Eleanor pensa au feu de joie qui avait brûlé 5 ans plus tôt en décembre, comment Sébastien avait détruit sa prison de robe noire et avait ensuite attendu avec une patience infinie qu'elle apprenne à construire quelque chose de beau à partir de la destruction. Elle comprenait maintenant que parfois l'amour le plus profond se manifeste non pas dans un réconfort doux, mais dans le courage de brûler ce qui maintient l'être aimé piégé. Elle était reconnaissante, au-delà de toute mesure, pour le duc pêcheur, qui l'avait vue quand elle était invisible même à ses propres yeux, qui avait refusé de la laisser se consumer dans l'adoration des morts, qui s'était battu pour sa liberté, même quand elle avait lutté contre lui, et qui se tenait maintenant à ses côtés, alors qu'ils élevaient leurs enfants dans des pièces remplies de couleurs, de rires et de lumière, preuve vivante qu'il était possible d'honorer le deuil sans en être consumé, de se souvenir du passé sans sacrifier l'avenir, d'aimer à nouveau après la perte avec une profondeur que seuls ceux qui ont vraiment porté le deuil peuvent pleinement comprendre. Un soir tranquille de fin d'automne, 5 ans après leur mariage, Eleanor se retrouva seule dans les jardins du domaine de Ravenmoor, là où un feu de joie avait autrefois réduit en cendres ses robes de deuil noir, et où maintenant un parterre de fleurs méticuleusement entretenu fleurissait de roses de toutes les nuances, du rose le plus pâle au cramoisi, le plus profond, chaque plante un témoignage vivant de transformation et de renouveau. En regardant ce jardin né de la destruction, elle pensa au matin de décembre où Sébastien avait commis ce qui semblait alors un acte de violence impardonnable contre sa prison soigneusement construite. Elle comprenait maintenant que c'était la forme d'amour la plus profonde, le courage de détruire ce qui la tenait captive, même quand elle luttait contre sa propre libération. Elle entendit des pas derrière elle et se tourna pour voir son mari s'approcher à travers le crépuscule, leurs enfants déjà couchés pour la nuit. Il vint se tenir à ses côtés, prit sa main, et ils restèrent ensemble dans un silence complice, regardant le jardin qui symbolisait tout ce qu'ils avaient construit ensemble sur les cendres de leurs chagrins séparés. Eleanor se sentit poussée à parler, non seulement à Sébastien, mais à tous ceux qui pourraient un jour entendre cette histoire. Elle se tourna légèrement, comme pour s'adresser à quelqu'un au-delà des murs du jardin, et dit « Cher auditeur, si vous vous êtes retrouvé dans ce conte, si vous aussi avez porté le noir trop longtemps, si vous aussi avez construit une prison de votre chagrin et l'avez appelée loyauté, sachez ceci, il n'y a aucune trahison à choisir de vivre à nouveau, aucun déshonneur à laisser la couleur revenir dans votre monde, aucune honte à découvrir qu'un deuil honoré ne doit pas devenir un deuil éternel. Parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions recevoir est lorsque quelqu'un se soucie assez pour abattre les murs que nous avons construits autour de nous, pour refuser de nous voir nous consumer dans l'adoration de ce qui est parti, pour se battre pour notre liberté, même lorsque nous luttons contre eux. Car la guérison n'est pas un chemin droit de l'obscurité à la lumière, mais un voyage complexe qui requiert à la fois patience et audace, douceur et courage féroce, et la sagesse de savoir quand s'accrocher et quand lâcher prise. Elle fit une pause, regarda de nouveau les roses qui fleurissaient là où ses robes avaient brûlé, et continua. Si quelqu'un que vous aimiez est parti depuis des années, et que vous avez oublié ce que c'est que de rire sans culpabilité, de porter des couleurs sans excuse, d'imaginer un avenir au lieu de répéter sans cesse le passé, alors peut-être est-ce votre permission, votre douce invitation à considérer que ceux que nous avons perdus ne voudraient pas que nous restions à jamais dans l'ombre, que le véritable amour veut que l'être aimé s'épanouisse même en son absence, et qu'il y a un courage profond
à choisir de vivre pleinement, à nouveau, après la perte, à ouvrir son cœur à une nouvelle joie, tout en honorant une vieille peine, à comprendre que l'on peut porter quelqu'un tendrement dans sa mémoire sans le porter comme un fardeau qui écrase toute possibilité de bonheur. Et sachez aussi que cette transformation peut nécessiter quelqu'un qui vous aime assez pour être audacieux, qui vous voit vraiment quand vous êtes devenu invisible même à vous-même, qui refuse d'accepter votre demi-vie et exige que vous réclamiez votre plein héritage de joie, de couleur, de passion et de sens. La voix d'Éléanore devint plus douce, plus intime, alors qu'elle concluait. Puissiez-vous donc trouver le courage de sortir de votre exil auto-imposé. Puissiez-vous découvrir que la vie recèle encore de la beauté, du sens et de l'amour pour vous, si seulement vous tendez la main pour les saisir. Puissiez-vous apprendre à honorer votre chagrin sans en être consumé. Et puissiez-vous construire, sur les cendres de votre chagrin, quelque chose de vibrant, de vrai et de pleinement vivant. Et puissiez-vous bien vous reposer ce soir en sachant que choisir de vivre à nouveau n'est pas oublier, mais plutôt la forme la plus profonde de souvenir. Car nous honorons ceux que nous avons perdus le plus profondément, non pas en mourant avec eux, mais en vivant pleinement en leur absence, en les portant doucement vers toute la joie que l'avenir peut nous réserver. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a donné la permission, l'espoir ou le courage, alors partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que le deuil ne doit pas être éternel. Et souvenez-vous toujours que parfois, l'amour signifie incendier ce qui nous emprisonne, et que de ces cendres, avec patience et courage, nous pouvons construire des jardins qui fleurissent dans toutes les couleurs imaginables, des témoignages de transformation, des monuments à la capacité humaine durable de renouveau, la preuve que même après le plus long des hivers, le printemps reviendra. Sur ce, Éléanore se retourna vers Sébastien, qui la serra contre lui, et ensemble, ils marchèrent vers leur maison, où la lumière des lampes brillait chaleureusement à chaque fenêtre, leurs enfants dormant paisiblement à l'étage, leur avenir s'étendant devant eux, vibrant et plein de promesses. Une vie construite sur des cendres, fleurissant maintenant dans des couleurs qu'elle s'était autrefois crue indignes de porter. Et l'histoire de la fille du vicaire qui porta le noir pendant 10 ans, jusqu'à ce que le duc pécheur brûle toutes ses robes, devint une histoire de rédemption et de résurrection, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vie sur la mort, la couleur sur l'ombre, l'amour sur la peur, et que parfois le plus grand cadeau que nous puissions nous faire ou recevoir d'un autre est le courage de recommencer.